Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à l'Aéroclub de France. Alors avant de confier le micro à René Osterling pour présenter notre conférencier de ce soir, Monsieur Dordain, merci Monsieur Dordain d'avoir accepté notre invitation. Je vais évidemment remercier ceux qui ont permis d'organiser ces conférences. D'abord l'Aéroclub de France, bien entendu, la commission astronautique de l'Aéroclub de France et l'association AGP 21. Je tiens également à remercier tous les bénévoles qui permettent d'organiser ces conférences. C'est beaucoup de boulot et je pense aussi merci à ceux qui permettent d'organiser le petit cocktail qu'on vous propose à la fin de cette conférence qui permettra de poursuivre les discussions sur un mode informel. Nous abordions une fois précédente donc la politique spatiale de la Chine avec Isabelle Stourbès-Berger. Notre souhait, c'est d'aborder les politiques spatiales de différentes nations, de différents continents à travers le monde. Et il était naturel d'aborder ce soir la politique spatiale de l'Europe et sous l'angle plus particulièrement de son programme scientifique. Donc merci à M. Dordain d'avoir accepté de faire cette conférence et vous êtes le mieux placé, bien évidemment, pour aborder ce sujet en tant qu'ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne notamment. Mais plutôt que d'en dire plus moi-même, je vais laisser la parole à René Osterling, membre de notre commission astronautique et également membre de l'ESA, ancien de l'ESA, et je vous laisse présenter M. Dordain. Bonsoir. Je vois que la plupart d'entre vous connaissent déjà Jean-Jacques, donc je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. Je vais juste mettre l'accent sur quelques éléments. D'abord, sur l'invitation, il y a marqué que Jean-Jacques a été pendant 12 ans directeur général de l'ESA. Donc ça semble comme si c'est quelque chose de simple, de facile. En réalité, d'abord, c'est un record absolu et c'est très compliqué. À l'ESA, un directeur général est nommé par les États membres au Conseil pour un mandat de 4 ans. Ensuite, après 3 ans à peu près, le Conseil prend une décision pour la suite. Entre-temps, d'autres candidats se sont préparés et sont là aussi. Et donc, en moyenne, un second mandat est moins de 2 ans. Donc, c'est très rare, d'ailleurs personne d'autre que Jean-Jacques n'a eu un second mandat de 4 ans. Donc ça, c'est déjà une exception. Et une exception encore supplémentaire, c'est qu'il a eu encore un mandat ensuite de 4 ans. Donc ça montre un peu la complexité et quand même félicitations d'avoir fait cela. Alors on peut se poser la question pourquoi. Je pense que ses connaissances scientifiques, techniques, programmatiques et diplomatiques ont contribué beaucoup. Et en ce qui concerne le point diplomatique, si je me souviens bien, il y a un peu de sang belge qui coule dans tes veines et cela a certainement contribué pour être diplomate. Ensuite, peut-être moins connu, c'est que Jean-Jacques était parmi les 5 finalistes sélectionnés par le CNES en 1977 pour le premier vol de Spacelab. Donc il était parmi les 5 astronautes candidats sélectionnés par le CNES. Cela démontrait déjà ce moment-là que partir dans les étoiles, de préférence physiquement ou intellectuellement, était simplement un de ses désirs et un de ses rêves. Il faut dire que finalement, aucun Français n'a été sélectionné pour ce vol. Il y a eu un Allemand, un des Pays-Bas, un Italien et un Suisse. Voilà les 4 qui avaient été sélectionnés. Mais partir dans les étoiles me fait penser à beaucoup d'années plus tard, 1994, lorsque Jean-Jacques m'a rejoint sur le chemin de Compostelle. Et on a marché pendant plusieurs jours in the middle of nowhere. Et le soir, c'était très émouvant lorsqu'on regardait le ciel et on voyait la Voie lactée. Le chemin de Compostelle aussi appelé le chemin de la Voie lactée. Et à ce moment-là, on a eu des discussions un peu philosophiques sur l'univers. Et c'était donc vraiment très émouvant, en tout cas, c'est mon souvenir. Et en parlant de cela, je voudrais juste terminer par une phrase qu'il dit souvent, et je lis la phrase pour ne pas la massacrer. « Je continue à prendre du plaisir dans l'espace et je ne suis pas prêt à redescendre. » Eh bien, Jean-Jacques, on est prêt pour partir avec toi dans l'espace. Merci. Merci beaucoup.
Bonsoir, merci de votre présence. Je veux tout particulièrement remercier Jean-François Clairvoy, grâce à qui nous avons pu inviter Jean-Jacques Dordain ici ce soir. Jean-François Clairvoy, à qui j'avais demandé d'accueillir notre conférencier, est en déplacement. Il m'a envoyé quelques mots que je vais vous lire maintenant. Je serai en province. Ah, que je regrette, car cela m'aurait vraiment fait grand plaisir de présenter Jean-Jacques, qui a été pour moi et beaucoup d'autres un grand homme de l'astronautique, autant qu'un grand conteur d'anecdotes. Un grand historien, un grand professeur, un aventurier au sens propre et figuré. En tant que directeur général, il a osé des décisions très inhabituelles. Et celui qui a permis une intégration totale d'astronautes européens dans le corps des astronautes de la NASA. NASA qui les a traités de la même façon que les Américains, au niveau des qualifications et affectations en vol. Je vous souhaite une très belle soirée avec Jean-Jacques. Amicalement, Jean-François Clairvoy. Et on se retrouve tous après autour d'un cocktail. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup. Je veux dire que bon, je suis un peu ému parce que avec tout ce que vous me dites, j'ai même plus besoin de mourir maintenant. Donc, parce que d'habitude tous ces mots on les adresse pour quelqu'un qui vient de disparaître. Donc, je suis très ému parce que vous avez rappelé un certain nombre d'événements qui me tiennent beaucoup à cœur. Bon, Jean-François, je l'ai eu comme élève à l'école polytechnique, et donc je veux dire, nous avons des liens très étroits. Et il m'a fait le grand plaisir de m'inviter au dîner des astronautes la veille d'un lancement du shuttle, puisqu'il m'avait mis parmi les membres de sa famille. Et ça a été un des plus grands soirs de ma vie, puisque ça m'a permis de revoir Valentina Tereshkova ce soir-là, et puis d'aller toucher le moteur du shuttle qui allait partir le lendemain, puisque j'ai été déclaré compagnon de Charles Précourt, qui était le commandant de bord, et qui n'avait pas de conjointe ce soir-là, et donc j'ai été le compagnon qui l'a emmené voir le shuttle. Et pour moi, ce sont des souvenirs absolument extraordinaires. Bon, je suis effectivement tombé dans l'espace très rapidement. Je le raconte toujours, mais c'est authentique, c'est vérifiable. Je suis rentré en 6e le 1er octobre 1957, et les Soviétiques étaient tellement contents que je rentre en 6e qu'ils ont lancé le Sputnik le 4 octobre. Et je dois dire, ça a complètement fait passer mon entrée en 6e comme étant totalement inaperçue dans ma vie, puisque le fait qu'on ait lancé le Sputnik, ça a changé complètement ma vie, surtout qu'à l'époque, ça allait tellement vite. Enfin, dès le mois de novembre, on avait lancé Laïka, enfin les Soviétiques avaient lancé Laïka, et après tout s'est enchaîné à une telle allure que j'ai eu mon diplôme, c'est vrai, mon diplôme d'ingénieur en juillet 69, et à Armstrong, j'étais tellement content que j'ai mon diplôme d'ingénieur, qu'il a posé le pied sur la Lune. Bon, c'est dire que j'ai été biberonné à l'école avec la première décennie des activités spatiales, et depuis j'y suis, et j'y reste, et comme l'a rappelé René, je ne suis pas prêt de redescendre. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai été sélectionné parmi les 5 premiers Français pour être astronaute. Bon, je n'ai pas volé, il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi,
Mais j'ai encore bien l'intention de voler. Depuis que j'ai vu que l'acteur de Star Trek a volé à 92 ans, j'ai de la marge et j'espère bien voler un jour. Et j'espère que je vais le faire, vraiment. Et puis je termine avec les anecdotes. Le fait que j'ai été sélectionné par le CNES en 1977 et pas par l'ESA, c'est comme ça que j'ai raconté, et c'est vrai, j'ai raconté ça devant un ministre, devant un tas de gens ébahis, quand on m'a décoré dans l'enceinte du CNES. J'ai dit, j'ai été sélectionné par le CNES pour être astronaute, l'ESA m'a refusé, ce qui démontrait à l'évidence que le CNES à l'époque était bien meilleur que l'ESA, et donc il a fallu que j'aille à l'ESA pour essayer d'améliorer l'ESA. Donc voilà comment j'ai raconté le fait d'être passé à l'ESA. Donc vous voyez, je ramène tout à moi, mais j'arrête là. Je suis ravi d'être avec vous. Je remercie Jean-François, parce que c'est vrai que Jean-François Clairvoy a été le premier à me demander de venir faire cette conférence, mais ensuite François Voisin a pris le relais très rapidement et on a eu du mal à trouver la date d'ailleurs, mais nous sommes là tous ensemble, réunis. Je remercie aussi Roger Bonnet qui, quand il a su que j'allais faire une conférence sur la science et l'Europe, m'a envoyé à peu près une centaine de planches pour m'expliquer ce qu'il fallait que je dise. Donc merci Roger, et je m'en suis inspiré. Tu verras. Et puis je vous remercie tous d'être là, parce que ça fait chaud au cœur, surtout que parmi vous, tout de même, il y en a une grande partie que je connais et avec qui j'ai travaillé. Et ça, c'est toujours un plaisir de retrouver les personnes avec qui on a travaillé. Mais dans ce genre d'assemblée, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs. Donc je vais laisser du temps pour les échanges, parce qu'il n'y a aucune raison que moi qui parle. Donc préparez-vous, parce que j'espère que vous allez faire partie du débat, et non pas simplement être spectateur et écouter ce que je peux dire. Donc on va laisser de la place pour le débat, et on m'a promis qu'il y aurait le temps nécessaire pour ce genre de débat. Donc aujourd'hui, on va parler d'Europe et d'espace. C'est pour ça qu'un ancien directeur général de l'ESA était peut-être approprié, effectivement, puisque c'est à la croisée de l'Europe et de l'espace. Et c'est intéressant, parce que l'Europe et l'espace ont beaucoup de points communs. Je me suis souvent exprimé là-dessus. D'abord, l'Europe et l'espace sont nés la même année, 1957. Traité de Rome, lancement du Spoutnik, 1957. Donc c'est assez extraordinaire que ces deux dimensions soient nées la même année, et surtout soient nées la même année à partir de la même origine, qui est la guerre. Le traité de Rome, c'est né de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus jamais ça. Et puis l'espace est né de la guerre aussi, puisque il y a les missiles qui ont été développés pendant la guerre ont accéléré la capacité d'accès à l'espace. Donc ça a donné la technologie nécessaire pour aller dans l'espace. Donc l'Europe et l'espace sont deux enfants de la guerre, mais qui se développent pour amener la paix. Et d'ailleurs, c'est un fait en Europe, par les événements récents, qui en Europe a apporté la paix parmi des pays qui s'étaient battus pendant des siècles. Je suis le premier d'une lignée de Dordain à ne pas avoir fait la guerre. Mon père a fait la guerre, mon grand-père a fait la guerre, mon arrière-grand-père a fait la guerre. Ils ont tous fait la guerre, et moi je suis le premier à ne pas l'avoir fait, ce qui est tout de même une démonstration de ce que l'Europe a apporté en matière de paix, et l'espace, et le traité de l'espace, donc parle de fin pacifique, et donc
est là pour amener la paix. Et c'est effectivement un vecteur de paix, j'y reviendrai tout à l'heure, même si la dimension défense est très présente dans l'activité spatiale. Aujourd'hui, la plus grande agence du monde, ce n'est pas la NASA, c'est le département de la défense américain qui dépense beaucoup plus d'argent dans l'espace que la NASA peut le faire. Donc la dimension défense est là, mais c'est une dimension qui, a priori, est une dimension pacifique. Donc ça, c'est le deuxième point commun, issu de la guerre et amenant la paix. Et le troisième point commun, et ça je peux le dire, c'est que c'est difficile. Très difficile. L'Europe est difficile, l'espace c'est difficile. Et donc à l'ESA, on combine deux difficultés, celle d'être européen et celle de faire des activités spatiales. Mais c'est difficile, mais c'est vital. On ne peut pas se passer de l'Europe, on ne peut pas se passer de l'espace. Donc, c'est difficile, mais il faut justement trouver les bonnes solutions. Alors, c'est tellement difficile que la meilleure phrase que j'ai sur l'Europe, c'est que si vous comprenez l'Europe, c'est que vous avez été mal briefé. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est une phrase que j'ai lue et qui me semble effectivement refléter ce qu'est l'Europe. Donc, en parlant d'Europe et d'espace, on combine deux objectifs essentiels et on combine les difficultés inhérentes à l'un ou à l'autre. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler de programme scientifique, mais je ne parlerai du programme scientifique que pour illustrer mon propos, parce que il n'y a pas de programme scientifique sans les autres programmes spatiaux. Il n'y a pas de programme scientifique sans lanceurs. Il n'y a pas de programme scientifique sans infrastructure spatiale. Il n'y a pas de programme scientifique sans système de télécommunication, etc., etc. Donc, et la meilleure preuve, c'est que les agences qui avaient été créées au départ comme des agences spatiales scientifiques, l'ESRO, en Europe, créée en 1964, pour des objectifs scientifiques et de recherche, l'ISAS au Japon, qui étaient au départ des organismes scientifiques. Eh bien, on a réuni ces agences scientifiques avec les agences qui faisaient des lanceurs. Par exemple, en Europe, on a réuni l'ELDO qui faisait des lanceurs et l'ESRO qui faisait de la science en l'ESA, et on a ajouté la partie service. Au Japon, on a réuni l'ISAS et la NASDA pour créer la JAXA. Et donc, on combine les différentes activités parce que, j'allais dire, la science bénéficie beaucoup des autres activités spatiales, et notamment des lanceurs. On ne peut pas aller dans l'espace sans la partie lanceur, mais pas que. Et inversement, bien entendu, les lanceurs bénéficient des missions scientifiques, ne serait-ce que comme marché. Donc ça forme un tout. Ça forme un tout, et d'ailleurs la frontière elle est floue entre ce qu'on appelle programme scientifique et les autres programmes, et notamment les programmes de service. Il y a des satellites de l'ESA qui ont commencé comme satellites scientifiques et qui sont devenus des satellites opérationnels. Les technologies qui sont développées pour des missions scientifiques sont utilisées pour des missions opérationnelles. Par exemple, il est clair que le satellite Envisat, qui a été au départ un satellite scientifique, est devenu petit à petit un satellite utilisé de façon opérationnelle et a donné ensuite le programme Copernicus, qui est un programme de service opérationnel. Donc il y a une frontière assez floue, et c'est-à-dire ce qui caractérise à l'ESA le programme scientifique, et c'est peut-être ce qui le distingue des autres, c'est son caractère obligatoire. Alors je ne vais pas faire un cours sur les programmes obligatoires et les programmes facultatifs, ça n'est pas. Mais
c'est vrai que le programme scientifique, c'est un programme obligatoire. Vous ne pouvez pas être État membre de l'ESA sans contribuer au programme scientifique. Ça, c'est un élément très important. Et c'est pour ça que l'on dit souvent, je le dis moi-même très souvent, que le programme scientifique, c'est la colonne vertébrale de l'ESA. Parce que, j'allais dire, les États membres peuvent ne participer à aucun programme facultatif, mais ils sont obligés de participer au programme obligatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Alors, j'ai vu dans les planches de Roger qu'il dit que la colonne vertébrale soutient un mammouth, en parlant des autres programmes. On en discutera. Roger, je ne sais pas si c'est la colonne vertébrale qui soutient le mammouth ou le mammouth qui soutient la colonne vertébrale, mais je pense que les deux sont nécessaires. On n'a pas. Je pense que, encore une fois, la science à l'ESA a fait un bond en avant très important quand on est passé de l'ESRO à l'ESA, alors pour un tas de raisons, mais aussi parce que on réunissait plusieurs types de programmes à la fois. La dernière remarque liminaire que je ferai, c'est que par rapport à ce que vous avez pu lire et que j'avais envoyé à François Voisin, donc ce qui a été indiqué comme les 3 parties de la conférence, c'est moi qui les ai écrits. Donc, mais en préparant cette conférence, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute une partie. Et j'ai rajouté une partie sur le New Space, parce que c'est très difficile en ce moment de parler de l'espace sans parler de New Space. Donc je me suis dit, si je ne parle pas de New Space, on va me prendre définitivement pour un ringard. Donc je vais parler de New Space, surtout que je suis associé à pas mal de startups. Donc j'ai ajouté la partie New Space, mais comme je parle toujours en 3 parties, j'ai réuni 2 chapitres en un seul, c'est-à-dire que je vais traiter les raisons et les limites en même temps. Donc je vais traiter dans une première partie les succès, en quoi le programme scientifique et les programmes de l'ESA en général sont des énormes succès. Dans une deuxième partie, je dirais quelles en sont, à mon avis, les raisons, mais aussi les limites. Et dans une troisième partie, je parlerai du New Space, parce que le New Space apporte un mouvement qui bénéficiera à tous les programmes spatiaux, et y compris aux programmes scientifiques. Donc voilà les trois parties que je vais traiter. Alors maintenant, les succès. Bon. On fait beaucoup de science, et il n'y a pas que le programme scientifique qui fait de la science à l'ESA. On fait de la science de l'espace, on fait de la science à partir de l'espace, et on fait de la science dans l'espace. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'était dans des documents ESA de mon temps. Et donc, la science de l'espace, c'est l'univers, le système solaire, pour simplifier. Et puis, la science à partir de l'espace, c'est essentiellement la Terre. Parce que, même si la Terre fait partie de l'espace, c'est tout de même une partie de l'espace un peu particulière pour nous, les humains. Donc, on observe, les sciences de la Terre sont étudiées à partir de l'espace, et puis les sciences dans l'espace, ce sont toutes les expériences scientifiques qui sont faites, par exemple, en microgravité, dans le cadre de la station spatiale et d'autres plateformes en microgravité. Donc, j'ai pas voulu faire une liste exhaustive de tous les succès de l'ESA. D'abord, vous les connaissez, il y en a beaucoup parmi vous qui viennent de l'ESA. J'ai fait une sélection très personnelle, tant qu'à faire, et je vous dirai pourquoi j'ai sélectionné quelques succès qui me tiennent vraiment à cœur. Dans le domaine de l'univers, je suis devenu un fan de la mission Planck, parce que, alors là, c'est à cause du fait que je sois un simple ingénieur et pas un scientifique, mais je dois dire, la première fois qu'on m'a montré la lumière fossile après le Big Bang, ça a été vraiment pour moi une révélation. J'espère que vous avez tous vu cette image
de la lumière fossile après le Big Bang, moi, ça m'a toujours fait rêver. Je n'ai pas compris tout à fait. Hein. J'ai vu que les codes de couleurs, c'était des variations de température très, très faibles. Mais on a vraiment devant soi, on s'imagine, voilà plus de 13 milliards d'années, cette lumière fossile qui apparaît dans l'univers. Je dois dire que avoir remonté le temps de cette façon-là, c'est absolument extraordinaire. Moi, que l'ESA ait réussi à faire ça, moi, ça m'a ébloui. Je peux le dire, c'est une image qui m'a vraiment ébloui. Donc, Planck, oui, ça, je peux dire que c'est un succès très important pour moi, pour l'ESA, mais aussi pour moi. Dans le domaine du système solaire, il y a deux missions que je n'oublierai jamais, c'est Huygens, j'allais dire, l'atterrissage de Huygens sur Titan, ça a été un événement absolument fabuleux. Je n'y suis strictement pour rien, et je l'ai dit d'ailleurs à l'époque, parce que la mission Huygens a été décidée sous le directeur général Lust, développée sous le directeur général Newton, lancée sous le directeur général Rodota, et mon seul mérite est d'avoir été là quand on a atterri, mais je n'y suis strictement pour rien. Mais ça a été une mission extraordinaire. Je veux dire, être à l'ESOC et voir cette image, cette première image envoyée par Huygens alors là, il y a eu des bagarres pour savoir si ça ressemblait à la côte méditerranéenne ou à d'autres côtes, mais enfin, j'allais dire, cette image qui était orangée, qui n'était pas très jolie, mais de se dire que c'était la première image qui nous était envoyée de Titan, pour moi, ça a été extraordinaire, mais pas que pour moi. Je pense que c'est ce jour-là que l'ESA est passée en Ligue 1 des agences spatiales. Parce que j'étais devenu directeur général un an avant, donc j'avais fait quelques réunions de chefs d'agence avec le chef de la NASA, de Roscosmos, du Japon, et bon, j'étais directeur général d'une petite agence. Après l'atterrissage de Huygens sur Titan, je peux vous dire qu'on me regardait différemment. Pas moi qu'on regardait, je n'étais pas plus beau, mais l'ESA avait franchi une étape absolument extraordinaire. Et il y avait à l'ESOC, quand on a atterri sur Titan, il y avait l'administrateur adjoint de la science, il y avait vraiment toutes les agences représentées, et là on a frappé un nombre. Donc pour moi, Huygens, ça a été un changement de niveau pour l'ESA. Et puis, la deuxième mission, ça a été Rosetta. Et ça, je m'en souviens d'autant plus que c'est moi, le directeur des lanceurs, qui ai refusé de lancer Rosetta en janvier 2003. Parce qu'il y avait eu la catastrophe du lancement 517 en décembre 2002. Je m'en souviens très bien. 11 décembre 2002, à 4h de l'après-midi, j'étais nommé directeur général de l'ESA. À 10h le soir, Ariane 5 se cassait la figure. Je veux dire qu'on pouvait difficilement plus mal commencer. Et j'étais directeur des lanceurs, en plus. Bon, et donc quelques jours après, alors qu'on devait lancer Rosetta en janvier 2003, quelques jours après, j'ai dit on ne peut pas lancer Rosetta parce que après un accident d'Ariane 5 comme celui-là, même si ça n'était pas la même version, il vaut mieux d'abord savoir pourquoi ça s'est cassé la figure avant de lancer Rosetta. Et là, j'ai passé mes vacances de Noël avec beaucoup de scientifiques qui me téléphonaient en disant que j'étais tout à fait irresponsable, puisque la comète n'attendrait pas. Ça, c'est vrai. On devait lancer Rosetta vers la comète Virtanen, et le fait de ne pas lancer en janvier 2003, la comète n'allait pas nous attendre. Et donc là, il a fallu que les scientifiques trouvent une autre comète, ce qui n'a pas été de tout repos, mais bon, ils ont trouvé la comète Chury, et on a lancé un an après, et ça a été
un bon lancement, heureusement d'ailleurs. Je n'ose pas imaginer que ce lancement n'ait pas fonctionné, donc il a démarché et on est parti vers Tchouri. Bon, et là il y a eu un certain nombre d'épisodes, surtout la mise en hibernation de Rosetta, le réveil de Rosetta en janvier 2014, qui a été aussi un grand instant d'émotion, puisque on a eu le signal une demi-heure après le moment où on nous avait dit qu'il y aurait le signal. Donc je peux vous dire que les 30 minutes ont été plutôt difficiles à vivre. Et puis donc Rosetta s'est réveillée, est allée vers la comète, et puis on a posé fil à aiguille sur la comète. D'ailleurs, comme je l'ai dit à l'époque, on n'a pas atterri une fois sur Tchouri, on a atterri 3 fois sur Tchouri, puisqu'on a rebondi 2 fois avant de s'y poser. Et je me souviens, Roger était avec nous à l'ESOC ce jour-là. Ça a été un grand moment, vraiment un très très grand moment, non seulement pour les âmes, mais je pense pour le monde entier. Donc ça, c'est les 3 missions scientifiques que j'ai voulu retenir, et puis la mission de sciences de la Terre, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, Ambisat, un énorme satellite, je pense qu'on n'en fera plus jamais des comme ça. C'était la taille et la masse d'un autobus qu'on lançait dans l'espace avec, je ne sais plus, une dizaine d'instruments scientifiques, avec comme seul objectif l'environnement de la Terre. Et ça montrait la priorité qui avait été affectée par les États membres de l'ESA aux sciences de la Terre. Et Ambisat a été un succès extraordinaire, ça a duré 10 ans, et il a abreuvé le monde scientifique d'un tas de données, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les progrès scientifiques ont fait que petit à petit ce satellite a été aussi utilisé pour des services opérationnels, et notamment en termes comme gestion après des catastrophes naturelles, puisque c'est le CNES et l'ESA qui ont signé les premiers, c'est les 2 agences qui, en 1999, ont signé la charte sur les catastrophes naturelles, au travers de laquelle le CNES et l'ESA s'engageaient à fournir, à mettre à disposition des organisations qui géraient les catastrophes naturelles les données qui venaient de nos satellites. Et ça, depuis, c'est devenu pratiquement routine, mais je peux vous dire que le jour où j'ai signé ça, parce que c'est le directeur de la stratégie avec Gérard Brachet à Vienne, en 1999, ça a été une étape importante, justement, dans l'utilisation des connaissances scientifiques pour commencer à fournir des services opérationnels. Donc, d'énormes succès, dont on peut être très fier, avec un budget beaucoup plus faible que celui notamment des Américains. C'est-à-dire le budget de l'ESA en général c'est 5 mois moins que le budget de la NASA, et uniquement la NASA. Si on ajoute le département de la Défense, c'est 10 fois moins. Et puis en termes de programme scientifique, c'est 6 fois moins le programme scientifique de l'ESA, le programme à partie obligatoire, que le programme scientifique de la NASA, ce qui n'empêche pas l'ESA donc d'avoir fait de grandes premières et de grands exploits dont j'ai parlé. Donc voilà pour les succès, et au travers de ces succès, ça a fait de l'ESA le partenaire le plus fiable du monde. Il n'y a aucun autre partenaire dans le monde qui soit plus demandé que l'ESA, parce que l'ESA n'a jamais lâché un partenaire international. A souvent été lâché par les partenaires, mais lui, l'ESA, n'a jamais lâché un partenaire international. Et ça fait de l'ESA et de l'Europe en général, donc un partenaire très cherché dans le monde. Nous avons commencé, l'histoire de l'ESA a commencé en coopération avec les Américains, avec la NASA, bien sûr, mais petit à petit, on a fait des coopérations avec la Russie, avec le Japon, avec la Chine, mais aussi avec l'Afrique. On a beaucoup partagé avec l'Afrique, et notamment en matière d'observation de la Terre. Et donc,
l'ESA a une dimension internationale liée à sa fiabilité. Je dirais même que l'ESA joue quelquefois le rôle de facilitateur. Donc, par exemple, sur la station spatiale, combien de fois on m'a demandé d'être le facilitateur entre les États-Unis et la Russie, parce que quelquefois il y avait des problèmes. Je ne parle pas de la période actuelle, mais de la période d'avant l'Ukraine. Donc il y avait assez régulièrement des discussions intenses entre les États-Unis et la Russie, et quand on avait besoin d'un facilitateur, l'ESA jouait ce rôle. Donc, un grand succès. Alors pourquoi ces succès? Parce que, certes, on est plus fort que les autres, mais enfin, c'est un peu limité comme explication. Bon, j'ai essayé de regarder. Et à chaque raison, il y a les limites. Et c'est pour ça que j'ai regroupé raison et limites. Je pense qu'une des bonnes raisons du succès du programme scientifique, c'est le pilotage par l'aval. Ce sont les seuls programmes de l'ESA où ce n'est pas les États membres qui pilotent. C'est le monde scientifique qui pilote. Donc bien sûr, les États membres financent, mais les missions sont définies par des comités de scientifiques qui se réunissent régulièrement, et ce sont eux qui font le programme. C'est pas les États membres. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelquefois des activités d'influence, mais théoriquement, le partage est fait de telle façon que c'est le monde scientifique qui décide des missions. Et ça, c'est certainement un élément important du succès de ce programme. Alors, bien entendu, il y a des limites à ce modèle, parce que c'est un modèle de programmation à long terme qui ne laisse pas forcément beaucoup de place aux initiatives rapides. Alors Roger a réussi à caser Mars Express et Vénus Express dans un programme bien établi, donc on y arrive. Mais c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que, encore une fois, cette planification par l'aval donne un caractère assez rigide, parce que comme les missions sont décidées une par une, ceux qui sont sur la mission d'après n'ont pas envie que leur mission soit retardée parce qu'on essaye de caser un intrus. Donc c'est une raison importante du succès, mais ça donne aussi quelques limites. Bon, et en plus, je rajouterais la lenteur de décision. Alors ça, c'est pas forcément lié au pilotage par l'aval, mais bon, faire décider 22 pays, plus je ne sais pas combien de comités scientifiques en même temps, ça prend du temps. Et comme j'ai dit après l'atterrissage sur Tchouri avec Rosetta, j'avais parlé de la première qualité d'un scientifique à l'ESA, c'est que Rosetta, en gros, on a mis 3 à 5 ans pour le décider, 10 ans pour le développer, 10 ans pour le voyage, et donc un scientifique a dû attendre 25 ans entre le moment où il voulait avoir des données et le moment où il les a eues. Donc je disais, la première qualité d'un scientifique était d'être en bonne santé, parce qu'il fallait qu'il vive 25 ans entre le moment où il avait son idée et le moment où il donnait les données qui lui permettaient de nourrir ses idées. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas donner à penser que les limites sont plus importantes que les raisons. Les raisons, elles sont là, et c'est pour ça que je commence par ce pilotage par l'aval comme étant une raison importante. Une deuxième raison, c'est la stabilité budgétaire. On a une programmation des programmes scientifiques qui fait que on augmente petit à petit, on n'augmente jamais brutalement, mais ça donne une très grande stabilité budgétaire et qui contribue à la fiabilité du partenaire ESA.
Parce que la NASA, elle, a son budget annuel, même s'il a un budget 5 ou 6 fois plus grand que celui de l'ESA, chaque année son budget est discuté. Le budget de la science, il est là pour 5 ans. Et il est renouvelé tous les 3 ans. Et ça donne une grande stabilité budgétaire. Et ça contribue à la fiabilité du partenaire ESA. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas si facile que ça d'introduire des nouvelles missions entre les deux. Plus le fait que plus il y a de missions scientifiques, plus les coûts d'opération sont importants, et que quelquefois il y a une compétition entre prolonger une mission scientifique qui est en orbite ou faire une nouvelle mission scientifique. Et d'un point de vue budgétaire, pas facile, je suis bien placé pour le savoir, mais Roger aussi, pour justement faire l'équilibre entre prolonger le passé et faire du nouveau. La troisième raison, c'est la coopération européenne. C'est-à-dire les programmes scientifiques qui sont faits à l'ESA sont des programmes qui sont importants, et les missions sont de plus en plus lourdes, parce que comme on doit aller de plus en plus loin et de plus en plus fin, les missions sont de plus en plus lourdes. Alors il y a 3 types de missions à l'ESA. Les missions chères de l'ordre du milliard, les missions moyennes de l'ordre de 500 millions, et puis les petites missions de l'ordre de 100 à 200 millions. Donc on essaye de jouer avec des missions de différentes tailles, mais ça donne une structure qui permet de développer une coopération européenne. On ne pourrait pas faire ça si on faisait ça mission par mission. Donc le fait de faire une programmation à long terme, ça permet d'avoir le ciment de la coopération européenne. Alors, bon, le programme scientifique il est obligatoire, donc la contribution est proportionnelle au PNB, et ça c'est la limite, c'est que les capacités industrielles ne sont pas proportionnelles au PNB. Donc là aussi, le directeur de la science, il doit faire preuve de beaucoup d'imagination pour essayer de rendre compatible la notion de retour géographique avec la notion de contribution au PNB. Alors quelquefois, il y a des miracles. Parce que si on a fait la mission Smart One vers la Lune, première mission de l'ESA vers la Lune, c'est grâce au déficit de retour de la Suède. Quand on a clos pour la première fois dans l'histoire de l'ESA les statistiques de retour géographique, on s'est retrouvé devant un déficit important en Suède. Ça aurait été complètement stupide de combler ce déficit par de l'argent, donc on a proposé de combler ce déficit par une mission, et qui a été la mission Smart. Donc il n'y a pas que des désavantages dans l'histoire de la gestion du retour géographique. Bon, et puis la quatrième raison, c'est la coopération internationale. Il y a énormément de missions scientifiques qui sont faites en coopération internationale. On coopère avec tous les grands partenaires du monde, États-Unis, Russie, Japon, Chine. Mais c'est aussi une limite. Et nous n'avons jamais lâché un partenaire international. J'ai beaucoup de cas où un partenaire international nous a lâchés. Et ça nous met dans une situation particulièrement difficile. Bon, je pourrais vous raconter, mais ça prendrait du temps, l'histoire de la mission ExoMars, par exemple, dont on parle beaucoup. Je rappelle que la mission ExoMars a été conçue dans le cadre d'une coopération avec les États-Unis. Au départ, il n'était pas question de coopérer avec la Russie. C'était les États-Unis, notre partenaire. Et un beau jour du mois de juillet, l'administrateur de la NASA, M. Charlie Bolden, m'a téléphoné en disant qu'il était vraiment navré.
navré. Mais qu'il ne pouvait pas continuer à coopérer avec l'ESA pour faire ExoMars. Et comme moi je voulais faire ExoMars, j'ai tout fait pour essayer de transformer cette coopération avec les États-Unis en coopération avec la Russie. Bon, alors à l'époque, on a été très contents parce que on a pu sauver la mission ExoMars. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour mon successeur. Mais simplement pour dire qu'une mission comme ExoMars, elle est malheureusement, elle a pu être faite. On n'aurait jamais pu faire ExoMars tout seul, ou alors ça aurait été un ExoMars différent. Donc, si on a pu faire ExoMars, c'est grâce à la coopération internationale, d'abord avec les États-Unis, ensuite avec la Russie, et aujourd'hui, malheureusement, cette coopération internationale nous met dans le pétrin. Donc, voilà les raisons et les limites. Bon, je vais terminer par le mouvement du New Space. Bon, j'aime pas l'expression New Space, parce que, c'est-à-dire, la seule chose qui soit sûre avec quelque chose de nouveau, c'est que ça deviendra obsolète. Mais ceci dit, c'est pas la première fois qu'on utilise le vocabulaire de New quelque chose. Hein. Il y a le New Wave qui est venu aussi de Californie, il y a la Nouvelle Cuisine qui est venue de la France, il y a l'Art Nouveau. Donc il y a eu, bon, l'adjectif nouveau est un adjectif qu'on a utilisé souvent. Là, on l'utilise et c'est devenu une expression consacrée. Donc je vais parler du New Space, même si encore une fois, ça n'est pas, ça deviendra forcément obsolète. Mais je pense que ça aura induit un mouvement qui aura changé les choses. Ça, j'en suis persuadé. Donc, c'est un mouvement qui est en marche aujourd'hui, un mouvement irréversible. C'est pas la peine d'essayer de revenir en arrière, on n'y arrivera pas. Il change l'ensemble du secteur spatial. Tout simplement parce que le secteur spatial, et encore une fois je n'accuse personne puisque je fais partie des coupables, est un monde très conservateur, parce qu'on n'accepte pas souvent l'échec, hein. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai l'échec 517 à gérer quand je suis devenu arrivé directeur général, et je peux vous dire qu'on ne sort pas intact d'un échec important. Donc, et pour éviter les échecs, on est conservateur. Alors que aller dans l'espace, c'est vraiment conquérir l'inconnu. Alors ça pourrait être paradoxal de conquérir l'inconnu en étant prudent, mais c'est un fait. Mais surtout, je pense que le principal intérêt du New Space, c'est qu'il désenclave l'espace. Il brise les murs entre l'espace et le monde normal. Je vais qualifier ça comme étant le monde normal. Enfin, le monde spatial regarde ce qui se passe à l'extérieur de ces murs. Que ce soit le monde numérique, mais aussi le monde des transports, mais aussi le monde des télécommunications. J'ai toujours dit, déjà quand j'étais à l'ESA, des télécommunications de l'espace, c'est pas de l'espace, c'est des télécommunications. Donc le concurrent, c'est pas simplement l'opérateur spatial, c'est les télécommunications de façon générale. Et ça, l'espace, quelquefois, est resté à l'intérieur du sanctuaire. Là, je pense que le New Space a brisé définitivement les murs. Et que ça, c'est un tel bénéfice pour l'espace que je pense que c'est pour ça que c'est irréversible. Et la meilleure preuve, c'est que le New Space, bon, il est comme d'habitude aux États-Unis, mais c'est-à-dire c'est pas une surprise qu'il soit né aux États-Unis. C'est le seul endroit où les investissements publics sont tels que ça fait un marché important pour ceux qui veulent investir. Il n'y a rien de mieux qu'un marché pour les investisseurs. Et quand vous avez un marché public aussi important que celui des États-Unis, qui vous garantit non seulement d'ailleurs un marché, mais aussi des sources de technologie importantes,
dans lesquels vous pouvez récupérer des technologies. Donc ça c'est la première raison pour laquelle c'est né aux États-Unis, hein, c'est la taille du marché public spatial. Mais la deuxième raison, c'est que les nouveaux riches d'Internet sont américains. L'Europe a raté la marche. Et ce sont les nouveaux riches d'Internet qui se sont rendus compte que l'espace pouvait être un terrain de jeu intéressant. Et c'est un terrain de jeu intéressant, parce que l'espace, c'est le seul moyen légal pour collecter des données, où que ce soit dans le monde. Il n'y a pas d'autre moyen légal. Avec un satellite, vous pouvez tout faire. Personne n'ira vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez voir, vous pouvez écouter, vous pouvez tout faire. Or, comme les marchands d'Internet vivent de données, c'est pas une grande surprise qu'ils se soient intéressés à cette dimension absolument extraordinaire qui leur permet de collecter des données et surtout de les distribuer partout. Et bien donc c'est messieurs Musk, Bezos, il y a aussi Yuri Miner, enfin il y en a pas mal de ces nouveaux riches d'Internet qui investissent dans l'espace. Et donc c'est pour ça que c'est né aux États-Unis, il n'y a pas de miracle, hein. Il y a vraiment de bonnes raisons. Mais, j'allais dire, après quelques temps, ce mouvement du New Space, il est déjà bien présent en Europe et en France. Hein. Même si on parle encore beaucoup d'Elon Musk, il y a tout de même de plus en plus d'articles et de communications sur ce mouvement du New Space en France. D'ailleurs, le critère principal pour mesurer un mouvement, hein, ça je le dis souvent dans mes discours, comme j'ai été prof de mécanique à l'IX, toujours dit, la résistance est un signal très positif, parce que ça veut dire qu'il y a mouvement. Quand il n'y a pas de résistance, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de mouvement. Et là, je peux vous dire qu'avec la résistance dont j'entends parler, il y a mouvement. Il y a mouvement. Y compris en France. Donc en France, on recense, semble-t-il, 70 startups en France, à l'espace. Il y a déjà quelques belles pépites qui font pas mal de revenus. Le projet France 2030 a alloué 1,5 milliard d'euros à l'espace, dont 2/3 pour les jeunes entreprises et les startups. Donc bon voilà, ça c'est du concret, c'est du vrai. Et donc ce mouvement, il est en place. Il est en place en Europe et en France. Et moi, je suis associé à 17 startups en Europe, donc ce qui veut dire que ça existe. Hein, c'est pas, Et donc c'est un mouvement qui est très important, qui n'est pas encore de la taille d'hier. Et surtout, il n'y a pas de grand remplacement. Je sais que c'est un mot à la mode en ce moment, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de remplacement du secteur spatial traditionnel par le secteur New Space. Pas du tout. Il y a une interaction importante, même s'il y a de la résistance, mais cette résistance, encore une fois, il y a toujours de la résistance au mouvement, mais il y a une synergie de plus en plus importante entre le secteur traditionnel et le secteur du New Space. Et d'ailleurs, cette synergie, elle est essentielle aux deux. Les deux bénéficient de ça. Le New Space bénéficie du marché d'ailleurs traditionnel, parce que faut bien dire, mais le secteur traditionnel bénéficie de l'approche, des coûts, des composants sur étagère, enfin, tout ce qui peut venir du New Space. Donc, j'allais dire, c'est une transformation globale qui implique les deux mondes. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle. Ça prendra du temps, ça prend toujours du temps, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est une approche complètement différente. Et notamment, c'est une approche du bas vers le haut. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu pendant 50 ans avec une approche du haut vers le bas. Hein. C'était le gouvernement qui me disait ce qu'il fallait faire. Bien sûr, on me proposait, mais hier, tout venait du haut. Maintenant, c'est une bande de gamins qui sont encore
à l'université qui décide de faire le meilleur lanceur du monde, ou le meilleur satellite du monde, ou le meilleur service du monde. Et ça, c'est génial. Et moi, je peux vous dire que toutes ces équipes de gamins qui viennent me voir et qui m'expliquent qu'ils vont faire, encore une fois, le meilleur lanceur, le meilleur satellite, c'est vraiment rassurant. Rassurant. Et donc, cette approche du bas vers le haut est une approche très intéressante parce que ça vient compléter idéalement l'approche du haut vers le bas. Et puis, la conséquence de ça, c'est la diminution des coûts. Moi, je peux vous dire que dans les startups auxquelles je suis associé, et je le dis brutalement, je découvre des coûts auxquels je ne croyais même pas quand j'étais à l'ESA. Parce que, et ça ne veut pas dire que les industriels traditionnels sont des voleurs, pas du tout, mais parce que l'approche est différente. D'abord, l'approche d'une start-up, ça part de zéro. Alors qu'un industriel qui, lui, travaille depuis 40 ans part de plusieurs milliers d'emplois. Et ce sont deux approches complètement différentes. Donc il est normal que l'approche à partir de zéro ou l'approche à partir de quelques milliers de personnes soit différente. Et puis le secteur traditionnel, et là l'ESA est aussi fautif que l'industrie, travaille avec des standards qui n'ont d'application que dans l'espace. On a inventé des standards qui n'existent nulle part ailleurs. Et tout ça parce qu'on avait peur de l'échec. On n'a pas créé ces standards pour que ça soit cher, mais on a créé ces standards pour que ça marche. Et quand j'ai quitté l'ESA, et c'est authentique, si certains d'entre vous étaient là quand j'ai quitté l'ESA, j'ai dit, mon seul regret, c'est que j'ai passé 12 ans à l'ESA comme directeur général, et il n'y a pas eu d'échec. C'est pas normal. 12 ans d'espace sans échec. Ça veut dire qu'on a été trop prudent. Beaucoup trop prudent. Bien sûr qu'il faut haïr l'échec. Mais de l'autre côté, si la conséquence de ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est... on peut se poser la question. Elon Musk, qui est le dieu tout-puissant du New Space, l'atterrissage du premier étage de son Starship, il avait un échec par mois. Les 4 premiers, un échec par mois. Le 5e a marché. Je ne suis pas si sûr que ça soit beaucoup plus cher d'avoir un échec par mois que de passer 3 ans à faire des essais, des revues, etc., etc. Donc je dis, j'ai pas la solution, je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais que c'est la synergie entre les deux mondes qui fera qu'on en sortira beaucoup plus fort. Alors maintenant, New Space et le programme scientifique, ça peut paraître antinomique. Est-ce que le New Space est basé sur le business case, ça, je peux vous dire, toutes les startups avec laquelle... Donc le business case, c'est des revenus. Bon, c'est normal parce qu'ils vont essayer d'aller emprunter de l'argent, ce qu'on appelle des investisseurs. Mais un investisseur, c'est une banque qui prête de l'argent. Et moi-même, quand je vais aller demander un prêt à la banque, la seule chose qui intéresse le banquier, ce sont mes revenus. Le reste, il s'en fout. Si je dis, oui, j'ai des revenus et j'ai une chance de pouvoir rembourser mon prêt, bon, je prends le prêt. C'est comme ça que ça marche. Comme au départ, les startups n'ont pas accès au marché public, il faut bien qu'ils fassent ça. Et donc, ils sont très liés à la notion de revenu pour pouvoir lever de l'argent. C'est comme ça que SpaceX a démarré. SpaceX, entre 2002 et 2006, c'était pas grand-chose. Moi, j'ai rencontré Elon Musk en 2006, c'était pas le roi du terrain. Mais en 2006, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que l'administrateur de la NASA, Mike Griffin, qui est un bon pote, il a décidé d'ouvrir le marché de service de la station à SpaceX et Orbital Science. Et pourquoi il a fait ça? Parce que Boeing et Lockheed avaient créé United Launch Alliance. Et comme Griffin ne voulait pas se trouver en face d'un monopole,
parce qu'il n'y a rien de pire pour un directeur de l'ESA ou de la NASA de se trouver en face d'un monopole industriel, j'en sais quelque chose. Il a dit, comme je ne veux pas me retrouver devant ULA, monopole industriel, je vais mettre en compétition des petits, parce que SpaceX était tout petit par rapport à ULA, et Orbital Science tout petit. Il a osé, et ça c'est ce qu'il faut que les institutions fassent, il a osé mettre en compétition des petites entreprises fragiles avec des grandes entreprises sûres de leur fait. Et bien SpaceX a gagné, et Orbital Science a gagné. Et dès que SpaceX a gagné, il a pu lever de l'argent. Il avait gagné le contrat de 5 lancements par an pour aller assurer la desserte de la station. Et dès qu'on a un marché, on va voir un investisseur et on lève de l'argent. Parce que Musk, c'est pas de l'argent de sa poche, hein, c'est de l'argent qu'il lève. Bezos, c'est beaucoup plus l'argent de sa poche. Mais bon, c'est deux approches différentes. Je suis en train de faire l'un contre l'autre. Donc, le New Space est lié à la notion de revenu. Pas si facile pour une mission scientifique. Pas si facile. Et la notion de risque aussi. C'est-à-dire, les startups, elles doivent prendre des risques. Et c'est pas si facile que ça non plus pour des missions scientifiques, et notamment des grandes missions scientifiques, de prendre des risques. Donc, il peut y avoir un hiatus entre le New Space et la science. Mais je voudrais tout de même dire qu'il y a aussi des liens importants. D'abord, pour moi, la première vague du New Space, c'est venu du CubeSat. Le CubeSat a été la première vague, parce que c'est des vagues successives, la première vague du New Space. Pour la première fois, parce que le CubeSat, c'est pas simplement un petit satellite. Ce sont des satellites qui ont introduit la notion de standard. Et ça, c'est très important. C'est eux qui ont introduit la notion de composants sur étagère. Et ça, c'est aussi très important. Je peux vous dire qu'une start-up de lanceurs qui fait fabriquer ses réservoirs par des fabricants de tonneaux de bière, c'est différent que d'acheter des réservoirs spatiaux. Donc, composants sur étagère, très important. Et donc, le CubeSat a été une première révolution, et ça vient des universités. Et aujourd'hui, les CubeSats sont utilisés pour faire de la science. Et puis, la science bénéficie aussi de la diminution des coûts. Et notamment, les coûts de lancement ont tout de même beaucoup diminué, et ça, c'est tout bénef pour les missions scientifiques. Et puis, il y a des concepts. Moi, je trouve des concepts qui me font rêver. Il y a maintenant des startups qui conçoivent un satellite d'abord comme un software. Ça a toujours été mon rêve quand j'étais à l'ESA. J'ai toujours dit aux ingénieurs de l'ESA, le software, c'est la seule chose que vous pouvez changer une fois que vous êtes en orbite, alors que vous continuez à penser des satellites d'abord comme du hardware avec le minimum de software. Et bien maintenant, il y a des startups qui pensent à des satellites d'abord comme un software, avec le hardware juste comme le minimum de colle pour mettre les softwares ensemble. Ça, il y a un deuxième point qui me fascine, c'est l'utilisation des ressources spatiales. Bon, vous savez, je travaille avec le Luxembourg là-dessus. Bon, ça prendra du temps, mais il est clair que les ressources spatiales, ça va changer les missions spatiales, y compris les missions scientifiques. C'est ce que je raconte à mes petits-fils. Quand leur père les emmène en Normandie, il leur dit, si votre père est obligé d'emmener toute l'essence dont il a besoin pour faire l'aller-retour, toute la nourriture dont il a besoin pour vous nourrir et tout le liquide dont il a besoin pour vous abreuver, à partir de Paris, il irait ni loin ni longtemps. Et bien c'est ce qu'on fait dans l'espace. On emmène tout de la Terre. Tout le hardware, tout le liquide, tout pour la mission.
je pense que les ressources spatiales permettront de changer cette contrainte. Bon, etc., etc. Comme je vais vous laisser du temps. Donc, je vais conclure. On vit une période formidable. On vit vraiment une période formidable. Où tout, à mon avis, semble redevenu possible. Il y a moins de limites que, voilà, 10 ans. Alors, pourvu, il y a tout de même un bémol dans ce que je vais dire. Pourvu qu'on ait la sagesse de gérer le trafic de l'espace. Ce qui manque maintenant le plus dans ce foisonnement, parce que c'est un foisonnement, c'est le trafic de l'espace. C'est-à-dire, sur la route, on a fait un trafic de la route. Sur les mers, on a fait un trafic maritime. On a fait un trafic aérien. Le trafic de l'espace, ça n'existe pas. On ne peut pas continuer comme ça. Et ça, il ne faudrait surtout pas que l'absence d'un trafic de l'espace devienne un obstacle à ce foisonnement de nouvelles idées. Donc, bon, ça c'est le bémol que je donne. Mais je terminerai là-dessus. Dans ce foisonnement, il y a tout de même un invariant. Un invariant qui existe depuis plus de 60 ans. C'est l'importance des hommes dans tout ça. C'est tout de même les hommes qui pilotent. C'est pas des algorithmes dans tout ce que j'ai raconté. Les algorithmes aident beaucoup. Mais quand vous négociez une coopération, c'est pas avec un algorithme. Quand Griffin a quitté la NASA, on m'avait demandé d'aller faire un petit compliment à Griffin qui partait, et tout le monde a été surpris, Griffin le premier d'ailleurs. Ce que j'ai dit devant tout le monde, y compris devant tous les gens de la NASA, c'est tellement difficile de coopérer avec la NASA. Mais tellement facile de coopérer avec Mike Griffin. Bon, alors, ça n'était qu'une formule. Mais c'est vrai. Si on a réussi à négocier un certain nombre d'accords, le lancement de James Webb, le module de service de Orion, tout ça, ça a été fait parce qu'on a négocié d'homme à homme, mais quelquefois dans un couloir. Et donc, l'homme restera au centre de tout ça. Pour rêver, pour inventer, pour coopérer aussi, comme je l'ai dit, mais aussi pour battre son voisin, parce que coopérer, c'est pas simplement faire la pensée unique, c'est un peu restrictif. Je pense que la coopération, c'est la meilleure façon de gagner la compétition. Coopération et compétition, c'est deux moteurs importants. Et ça, c'est fait par des hommes. Voilà, merci. Et puis, j'espère que vous avez des questions et surtout des commentaires. Merci. Donc j'ai le micro volant que je confie à celles ou ceux qui veulent poser des questions. Juste avant qu'il y ait de questions, une information, vous parliez du New Space. Ce sera précisément le sujet d'une prochaine conférence qu'on souhaite programmer à la rentrée prochaine, plutôt vers le mois de septembre. Bonsoir. Moi, je suis positif dans le domaine. C'est mieux, c'est mieux. Je vais poser une question de néophyte, peut-être erronée, mais il y a quelque chose qui me frappe quand je vois la communication, entre autres de Elon Musk, vous verrez une émission sur lui un peu plus tard qu'hier soir, c'est les retombées. Les retombées entre les investissements faits dans l'espace et les retombées, on va dire, dans le domaine de l'électricité. Là, ce qu'on peut réfléchir. Je pense aux couches pilotes, je pense aux piles au lithium, enfin, on va voir. Le programme spatial là-dessus, les Américains ont énormément communiqué. Il y avait dans la jeunesse des étiquettes développées dans le cadre du programme spatial, il n'y avait pas d'argument marketing. Et là-dessus, je trouve que l'Europe, il y a sûrement de bonnes raisons. Mais j'ai jamais vu une étiquette sur un produit quelconque marqué développé dans le cadre d'une mission de l'ESA. Bon, alors qu'on investit beaucoup, on développe des lentilles, on développe des optiques, on développe des logiciels, enfin, énormément de travail. Encore un smartphone avec une lentille développée dans le cadre, paraît-il en tout cas, d'un programme spatial américain sur mon smartphone. Donc les Américains communiquent énormément là-dessus et je trouve que l'ESA est toujours 7,
très invisible dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai raison de dire ça. Quel est votre point de vue? Non, vous avez certainement raison. On devrait certainement plus communiquer. Ceci dit, je me méfie de la communication. La communication, ça ne remplace pas le vide. Je suis d'accord, moi de mon temps, on m'expliquait que les poils Tefal, ça venait du programme Apollo. Je ne suis pas si sûr que ça, qu'on n'aurait pas fait des poils Tefal. De toute façon, c'est le téflon sur du métal. Je ne suis pas si sûr qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu le programme Apollo. Mais c'est une présentation des choses qui, à mon avis, ne souligne pas l'importance de l'espace. L'espace, il est essentiel pour la vie de tous les jours. C'est ce que j'essayais de dire quand j'étais directeur général. C'est pas les transferts technologiques qui sont importants. Moi d'ailleurs, j'ai toujours dit que le transfert technologique, j'aimerais beaucoup plus le voir du non spatial vers le spatial que du spatial vers le non spatial. Parce que justement, le spatial développe des technologies à des coûts tels que je ne suis pas sûr que ça soit transférable facilement. Alors que mon rêve, ça serait de voir transférer des méthodes ou des produits non spatiaux dans l'espace. Et le New Space fait ça. Il y a une boîte en Espagne, je ne citerai pas son nom, mais qui veut faire de la 5G par satellite. Et le patron fait des conférences en montrant une antenne 5G spatiale et une antenne 5G qu'il achète chez Darty. Et il dit, moi, au lieu de faire une antenne spatiale, je vais acheter des antennes chez Darty et je vais les mettre dans des satellites. Et si ça ne fonctionne pas, au moins je ne saurais pas quoi. Mais je ne vais pas passer mon temps à spatialiser des normes. Il y a assez souvent spatialiser une technologie terrestre, ça veut dire la rendre plus chère. C'est la somme. Et donc, moi je ne crois pas, mais je peux me tromper, que le transfert de technologie spatiale dans la vie de tous les jours est l'élément essentiel des retombées sociétales et économiques de l'espace. Les retombées réelles, c'est que vous ne pouvez plus vous déplacer dans une ville sans un système de navigation par satellite. Je le dis dans tous mes discours, il n'y a plus un seul chauffeur de taxi à Paris qui connaisse les rues de Paris. Ils utilisent tous un terminal GPS, ils indiquent la direction et ils suivent le terminal, ce que raconte le terminal GPS. Et moi, à chaque fois, je demande aux chauffeurs, est-ce que vous savez comment ça marche? Je peux vous dire que à peine 20% des chauffeurs savent que le signal vient de l'espace, mais 100% s'en fout complètement, pourvu que ça marche. Mais j'allais dire, si aujourd'hui on coupait le signal GPS, ce sera un bazar pas possible dans beaucoup de trafic. La météo, j'allais dire, les données météo qui viennent de satellites ont complètement transformé les prévisions météorologiques. Alors, c'est pas que les données, il faut qu'il y ait des modèles aussi, mais les données alimentent les modèles et les modèles permettent de prévoir. Aujourd'hui, on a une bonne prévision du temps au moins à 8-10 jours. Et ça, pour l'économie européenne, c'est pas moi qui le dis, mais il y a des documents européens qui disent que 30% de l'économie européenne dépend des prévisions météorologiques, que ce soit pour le transport, l'agriculture, etc., le tourisme, etc., etc. Donc ça, c'est pour les catastrophes naturelles. Les satellites sont les seuls moyens qui permettent de dire où il y a encore des routes praticables, où il y a encore des aérodromes praticables en cas de catastrophe naturelle, inondation ou tremblement de terre, et ça se traduit en vie. Donc, je veux dire, pour moi, c'est ça, c'est que la dimension spatiale transforme la vie sur Terre, et c'est pour moi ça l'essentiel. Et c'est là-dessus qu'on devrait communiquer. Alors, c'est pas si facile de communiquer, parce que c'est vrai, les gens, je veux dire,
C'est pas en leur expliquant qu'en finançant 2 satellites de plus, ils auront une précision de navigation. Ils l'ont de toute façon. Quand j'étais à l'ESA, ils disaient on devrait faire un jour de l'espace par an, et ce jour-là, on coupe tous les satellites. Ça aura peut-être de l'effet. Surtout si le jour où on coupe les satellites, c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot, quand elle a lieu au Brésil. Bon, ça on verrait. On verrait que la vie ne serait pas la même sans les satellites. Et pour moi, c'est ça qui est le caractère essentiel. Bon, et je rajoute dans mes envolées de rêve que je pense qu'il n'y a pas de durabilité sur Terre sans la dimension spatiale, de toute façon. D'ailleurs, la Terre est un élément fini. Depuis que je suis né, la population du monde a été multipliée par 3. Moi, quand j'étais à l'école, j'apprenais qu'on était 2 milliards et quelques dans le monde. En une vie. Et pendant ce temps-là, la consommation des ressources naturelles a été multipliée par 30. Population multipliée par 3, consommation des ressources naturelles multipliée par 30. Bon, à ce rythme-là, il y aura forcément un certain nombre de choses à faire. Donc, oui, on vit sur une terre finie. Et si on veut vivre, et M. Roger Bonnet a écrit un bouquin sur vivre 1000 siècles sur la Terre, je ne peux que vous recommander. Donc lui, il commence par les 1000 premiers siècles, et je pense que l'espace aura un rôle à jouer dans cette durabilité de l'humanité sur Terre. Et pour moi, c'est beaucoup plus important que le transfert de technologie, du téflon pour faire des poils Tefal, ou tout ce qu'on peut raconter sur fait dans l'espace. Donc, à mon avis, il ne faut pas se tromper de... Bon, il y a la com, oui. Un jour, au Conseil de l'ESA, il y avait des États membres qui me cassaient les pieds sur le budget de la com de l'ESA, parce que forcément, c'était toujours trop. Et je leur avais dit, écoute, je suis d'accord pour que vous mettiez à 0 le budget de la com, si vous me donnez le budget pour mettre un Européen sur Mars. Parce que le jour où on aura mis un Européen sur Mars, bien franchement, on n'aura pas besoin de com. Et donc, c'est là, je pense que c'est le contenu qui est important. Plus que la com. Mais c'est vrai que les petits garçons, par rapport à M. Musk, d'un point de vue lanceur, c'est vrai. C'est-à-dire, il fait ce à quoi je pouvais rêver dans les années 70. Dans les années 70, je travaillais sur le moteur de la navette spatiale aux États-Unis. Et à cette époque-là, et c'est vrai, la navette spatiale s'était vendue au gouvernement américain pour voler 52 fois par an, 1 fois par semaine, et d'être utilisable. Eh bien, on n'a pas été foutu de le faire en 70 pour un tas de raisons. C'est pas... Musk le fait aujourd'hui. Un lancement par semaine. D'ailleurs, il en est à plus d'un lancement par semaine aujourd'hui. Mais bon, là, en gros, il va faire un lancement par semaine et il récupère maintenant, d'ailleurs, il a des étages qu'il utilise 10 fois. Donc c'est un champion pour ce qu'il fait, mais c'est aussi un champion de la communication. Donc, c'est pas... Mais bon, oui, peut-être que vous avez raison, il faut communiquer plus, mais bon, je pense que le contenu est plus important que la communication. D'abord, moi je suis un vieux machin, je suis pas très sensible à la com. Je suis beaucoup plus sensible à l'action qu'à la com. Mais merci beaucoup Jean-Jacques pour cette conférence et cette prise de distance. Je voulais savoir comment tu répondais à la question qu'on a de plus en plus sur le coût carbone, l'impact environnemental, la sobriété de la société à venir, et en particulier sur l'exploration habitée. Oui, je sais qu'une fusée pollue,
Et même si on parle de carburant vert, franchement, je ne pense pas que ce soit le principal. Bon, ceci dit, je disais déjà quand j'étais DG de l'ESA, oui, les fusées polluent, mais je respire beaucoup mieux à Kourou qu'à Paris. Hein. Or, il n'y a pas de lancement à Paris, donc tout est relatif. Mais c'est vrai que c'est le souci essentiel, enfin un des soucis essentiels. Il y a d'autres soucis de la part de la population, mais c'est vrai que la durabilité est un élément essentiel. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que nous communiquions beaucoup plus sur ce que l'espace apporte dans la compréhension de la planète Terre, de son environnement. C'est-à-dire, sans l'espace, bon, je ne vais pas faire les cours, mais les variables essentielles climatiques, une grande majorité d'entre elles sont données par l'espace. Et donc l'espace est un instrument essentiel pour comprendre l'évolution de la planète Terre et de son environnement. Et si on ne comprend pas, on n'arrivera pas à prendre les actions. Donc, bon, oui, on pollue, mais on apporte des informations qui, à mon avis, sont essentielles dans la gestion de la planète Terre en général et de l'environnement en particulier. Donc moi je ne me sens pas coupable. Vraiment je ne me sens pas coupable. Par rapport aux volabilités, tourisme. Par rapport aux volabilités, bon, c'est vrai. Mais là aussi, quand je vois il y a 2 millions. À chaque instant où l'on parle, il y a 2 millions de personnes dans les airs. C'est marqué à l'aéroport Schiphol, à Amsterdam, que à chaque instant, on a 2 millions de personnes dans les airs. On est loin du compte. Et si le tourisme spatial, moi, voilà, que ce soit d'ailleurs le volabilité pour les agences ou le tourisme spatial, de toute façon, alors je ne suis pas objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a toujours été mon rêve et j'espère que j'arriverai et je ne me sentirai pas coupable le jour où on me lancera dans l'espace. Mais je pense que le tourisme, ça fait partie de l'adhésion du public aux activités spatiales. Je disais là aussi, quand j'étais directeur général de l'ESA, certainement Franco Bellacina s'en souvient, quand j'étais sur une estrade avec un astronaute, tout le monde se foutait du directeur général, personne ne s'intéressait à moi. Seul l'astronaute était intéressant pour le public. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Je n'étais pas plus bête à l'époque qu'un astronaute, mais j'avais la réponse, c'est parce qu'un directeur général ne ressemble pas à un homme. La meilleure preuve, c'est que les questions qu'on pose à un astronaute, c'est est-ce que vous rêvez dans l'espace? Qu'est-ce que vous mangez? Moi, on m'a jamais demandé ça. On m'a jamais demandé si je rêvais. On m'a jamais demandé ce que je mangeais. Et donc, c'est ce qui fait la différence entre un homme et un bureaucrate ou un dangereux personnage. Donc, je pense que les vols habités, c'est ce qui permettra de faire adhérer de plus en plus la population aux activités spatiales, parce que c'est-à-dire le fait d'utiliser un terminal GPS, ça ne fait pas rêver. Rencontrer un astronaute, ça fait rêver. En tout cas, moi, ça me fait rêver. Mais ça fait rêver beaucoup de gens. Et je pense que le jour où les populations, enfin, de plus en plus de personnes seront associées à l'espace, on comprendra peut-être qu'on vit sur c'est une image trop érodée, mais on vit sur une planète finie pour un temps infini. Et malheureusement, l'attitude de l'humain
est exactement contraire à ça. On pense qu'on vit sur une planète infinie pour un temps fini. Et ça, c'est le drame. C'est qu'on ne pense pas, d'ailleurs, on pense à ses enfants, à la rigueur à ses petits-enfants. Mais après, on me déluge. Alors que c'est exactement le contraire. On vit sur une planète finie pour un temps infini. Le jour où des millions de personnes se seront mis ça dans la tête, je pense qu'on aura fait un grand progrès sur la protection de la planète et de son environnement. Et donc, pour moi, le vol habité, ça fait partie de l'adhésion des populations aux activités spatiales. C'est le vecteur le plus extraordinaire. Je disais aussi que quand j'ai sélectionné les astronautes en 2009, normalement il y avait 4 places d'astronautes, on a eu 8000 candidats. Maintenant c'est encore mieux. Et j'avais dit, et c'est vrai, la même année j'ai ouvert 4 postes de directeur. Et j'ai eu 80 candidats. Ce qui prouve que c'est tout de même 100 fois plus intéressant de devenir astronaute que directeur à l'ESA. Donc non, l'astronaute c'est un ambassadeur extraordinaire pour l'espace. Merci, merci pour ton exposé tout à fait visionnaire, extraordinaire. Je dois dire, je ne me suis pas ennuyé du tout. Merci. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester longtemps parce que Ariane, ma fille, m'attend. Et donc, oui, c'est le père d'Ariane. C'est le seul père d'Ariane que je connaisse. C'est exact. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de pères de la fusée, mais il n'y a qu'un père d'Ariane. Un petit point qui malheureusement nous fait sortir de considérations philosophiques qui sont absolument fondamentales. C'est celui de la science. La science, à l'ESA, elle est financée par l'ESA et les États membres, mais la recherche qui permet à ces expériences d'être acceptées dans le système de l'ESA, elle est payée par des laboratoires, qui eux aussi sont payés ou pas payés d'ailleurs par les gouvernements. Et je me pose la question, si maintenant on s'oriente essentiellement vers le New Space, qu'est-ce qui va payer les expériences dans les laboratoires? Non mais, tu as raison, mais c'est pour ça je pense qu'il y a la science, il y a un hiatus avec le New Space. C'est dit, le New Space, il est essentiellement, au moins au départ, piloté par la notion de business case et de revenu. Je ne connais aucune start-up qui ne soit pas allée voir un investisseur avec dans sa poche un business case et de montrer que, bien entendu, dans 4 ans, il y aura tellement de revenus que l'investisseur sera con de ne pas investir. Bon. Et donc c'est piloté par le revenu. Et c'est là où la difficulté, je l'ai dit, c'est une difficulté pour la science, parce que la science, il y a des revenus considérables, mais qui ne sont pas identifiables au départ, et surtout qui sont à long terme, qui passent par un certain nombre d'étapes. Et donc, oui, de toute façon, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de grand remplacement. Il ne faut surtout pas imaginer que le New Space, c'est-à-dire les gouvernements qui imaginent que les investissements privés vont pouvoir leur permettre de diminuer leurs investissements publics, c'est une ineptie, c'est même un crime. La meilleure preuve, c'est que l'endroit où les investissements privés sont les plus importants, c'est là où les budgets des agences augmentent le plus. Depuis que Musk est là, le budget de la NASA augmente chaque année du budget du CNES. C'est comme ça que je simplifie. Chaque année, la NASA obtient en plus le total du budget du CNES. Donc, l'investissement privé a plutôt un caractère d'entraînement, doit avoir un caractère d'entraînement, qu'un caractère de vase communicant. Les vases communicants n'existent pas en matière budgétaire. Par contre, l'effet d'entraînement existe. Je me souviens que l'US a eu une augmentation importante du programme obligatoire quand Columbus a été décidé, parce que les États membres étaient tellement honteux de financer Columbus qu'on a rajouté un peu sur la science. Donc,
Je pense qu'il faut que les investissements publics augmentent. Surtout pas imaginer que l'investissement privé va leur permettre de diminuer leur effort. Au contraire. Au contraire. Et ce qu'il faut leur expliquer, c'est que l'investissement privé pourra permettre de démultiplier leur investissement public, mais pas remplacer et certainement pas diminuer. Donc, oui, mais ça, c'est une croisade à laquelle je veux bien participer. Si on me pose la question, si on me pose pas la question, je dirais rien. Mais non, ça, je suis entièrement persuadé. Encore une fois, en filigrane, dans ce que j'ai dit, il y avait ça. Donc, il faut gérer l'arrivée du New Space pour les affaires, pour les activités scientifiques. Parce que le New Space ne fera pas de science. Parce qu'il ne peut pas se nourrir de science. Il se nourrit après de la science, mais il ne peut pas nourrir la science. Il y a un journaliste, Jean-Jacques, est-ce qu'on peut sauver ExoMars sans arriver à des coûts astronomiques? Ou es-tu pessimiste? Ça ne t'a pas échappé, je ne suis plus directeur général. Donc ça n'est pas moi qui vais donner, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, je crois te l'avoir dit aussi, si Ashbarer me demande mon avis, je lui donnerai. Mais je ne donnerai jamais mon avis à la place d'Ashbarer, c'est lui qui est directeur général de l'ESA, et il fait très bien son boulot, et c'est à lui de voir comment il va sauver ExoMars. Oui, j'espère qu'on sauvera ExoMars. Parce que ExoMars, enfin bon, je ne vais pas raconter la jeunesse d'ExoMars, parce qu'en plus, on a fait la connerie de continuer à appeler ExoMars une mission qui n'a strictement rien à voir avec la mission au départ. Et donc on nous dit, ça coûte tellement plus cher. Mais c'est pas la même mission. C'est-à-dire, la première mission ExoMars, c'était une démonstration technologique. Une lancée par Soyouz. Bon, on a fait beaucoup de chemin. Ce qui est génial, c'est que malgré tous les retards, la mission ExoMars, le rover, il n'y a pas encore d'équivalent. Même s'il va avoir 2 ans ou 4 ans de retard, personne n'aura encore fait ce que ce rover est censé faire. Et ça montre qu'il y avait de la vision au départ d'ExoMars. Mais savoir comment le directeur général de l'ESA va sauver ExoMars, encore une fois, s'il me demande mon avis, je lui donnerai, mais je ne donnerai jamais mon avis en dehors. D'autres questions? Sinon, on pourra continuer après, pour ceux qui le souhaitent, avec le petit cocktail qu'on a préparé. J'imagine qu'il y a encore des questions. Pas d'autres questions? Bon, vous êtes épuisés. Merci à vous. Non,